Avant de répondre à ta question, Mariam, tu me permettras tout d'abord de questionner vraiment le thème d'aujourd'hui que je trouve pertinent. Et en fait, pour moi, hein, à la suite de l'investiture de 2026, l'annonce d'un mandat placé sous le signe des femmes constitue un moment politique important que les femmes doivent saisir, qui mérite une analyse approfondie. Et en tant que femme ici, disposée ou engagée vraiment à soulever cette réflexion, à faire de ce discours vraiment une action beaucoup plus concrète, euh, ceci signifie réellement que signifie en fait réellement cet engagement au-delà de sa portée symbolique que nous avons toujours vu? Un moment, c'était mon mandat est sous l'inclusion des jeunes et maintenant, c'est les femmes. Souvent, on met les mandats, on les fait chapeauter sur une thématique bien précise. Un mandat des femmes pour moi, peut être interprété comme une volonté de transformer les priorités nationales, de corriger des inégalités structurelles et de repositionner l'État face aux attentes citoyennes. Pourquoi je présente cela? J'en viendrai parce que ma logique, c'est que nous devons vraiment nous appesantir beaucoup plus sur l'impact et ça a été avancé ici par mes prédécesseurs sous d'autres concepts. De mais pour comprendre vraiment la portée, pour moi, il faut que nous analysons les mécanismes concrets qui seront mis en place. Quels dispositifs institutionnels vont être mis en place? Quelles ressources le gouvernement va mettre à profit pour que vraiment cette volonté soit matérialisée? Quels sont les acteurs qui seront mobilisés pour atteindre cet objectif? Et surtout, comment nous, les femmes, et c'est pour là, c'était mon questionnement sur mon flyer, dans comment nous, les femmes, dans notre diversité, seront-elles intégrées à la conception et à la réalisation de cette volonté politique? L'expérience d'autres pays montre que les engagements en faveur des femmes peuvent produire des avancées significatives. Les données de Malado l'ont déjà présenté, mais seulement lorsque les structures de pouvoir, les normes sociales et les moyens institutionnels sont alignés. Il ne suffit pas des vains discours, il faut que des actions et les ressources soient alignées. Donc la question centrale ici que l'on devrait se poser et que tout le monde devrait se poser ici, c'est quelles conditions permettront à l'engagement de ce discours de 2026 de dépasser le registre symbolique pour devenir un véritable levier de transformation? Et c'est en cela, j'apprécie, Mariam, vraiment ton initiative parce que elle va poser les jalons vraiment d'une co-construction que l'on devrait faire ensemble. Et une co-construction qui ne devrait vraiment pas mettre de côté l'expertise et les compétences des femmes qui sont là et qui m'amènera à répondre à la question, en fait, qui m'a été posée, de se dire, au regard de l'ensemble des femmes guinéennes existantes ici, quelles sont celles qui, on peut dire, peuvent être légitimes? Est-ce que c'est ce qu'on doit dire? Mais en fait, pour moi, pour répondre à ta question, Mariam, la question n'est pas de savoir s'il existe trois femmes guinéennes capables d'assumer la primature ou un ministère stratégique. Les femmes guinéennes, elles existent. Elles sont nombreuses. Vous avez cité Madame Aïchaba, que je salue avec respect, pour des considérations personnelles lorsque j'ai eu mon examen de passage au collège. La Guinée dispose de femmes hautement qualifiées. Des femmes qualifiées dans l'administration, l'économie et le droit, la diplomatie, la santé, l'enseignement supérieur, le secteur privé et j'en passe. Le véritable enjeu pour moi, Mariam, n'est donc pas l'absence de compétences, mais l'absence d'accès. Et moi, L'absence de quoi? J'ai raté. ce n'est pas l'absence de compétences, mais l'absence d'accès. Et le professeur Bano a été celui qui a eu à m'encadrer pour ma thèse, où j'ai fait une étude, je dis pas une étude, ma thèse a porté là-dessus, et c'était lui le consultant, mon directeur de recherche. Et donc, en tant que chercheuse, parce que je ne peux pas citer de nom, car mon rôle n'est pas de faire des nominations symboliques, mais d'analyser les mécanismes structurels qui limitent l'accès des femmes aux postes stratégiques. Ce que montrent les travaux
de recherche, c'est que plusieurs facteurs expliquent leur sous-représentation. Et Malado l'a dit tantôt, des réseaux politiques historiquement masculins qui fonctionnent par cooptation, des critères de sélection informelle que des chercheurs appellent la réseaucratie, souvent non transparent, des normes sociales qui associent encore le pouvoir exécutif à la masculinité. Et pourtant, pour une étude qu'on a réalisée sur les pactes et tout, on s'est rendu compte que même en 1036, avec la charte de Kokafuga, les femmes ont eu à occuper des postes plus que stratégiques. Donc, c'est non culturel, c'est par manque, c'est par ignorance et par le fait que l'histoire n'a pas été très bien vendue. Sinon, si on rentre dans l'histoire et on analyse le travail, le rôle joué par les femmes dans l'histoire, les femmes ont joué des postes vraiment stratégiques. Donc, pour moi, c'est pas aussi donc une exigence disproportionnée